Là, quand j'ai vu cette situation, ça a vraiment été une situation, je ne dirais pas traumatisante pour moi, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir une situation comme ça. Donc il avait fallu mettre ce corps malgré tout dans une housse mortuaire noire pour pouvoir le transporter après à la chambre funéraire. J'ai eu des situations très concasses où on a eu des personnes qu'on faisait la cérémonie ce jour-là et malheureusement, la femme du défunt a fait un malaise et est décédée en même temps. Faire une cérémonie d'un adulte et faire la cérémonie d'un enfant n'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même tournure, c'est pas le même type de travail. Quand nous portons le cercueil d'un enfant, par exemple, nous ne portons qu'à une seule personne. Le Nœud d'écoute, l'émission qui questionne ceux qui font le lien social. Alors si vous ne le saviez pas, il y a en France entre 40 et 80 millions de tombes. Chaque année, c'est 200 000 d'entre elles qui sont abandonnées. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Mertens, qui est aide-soignant la nuit et nettoyeur de tombes le jour. Il va nous expliquer pourquoi nettoyer une tombe, c'est pas juste un geste décoratif, mais aussi un geste symbolique. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ton parcours? Pourquoi aujourd'hui nettoyer des tombes? Alors je dirais que ce parcours m'a guidé vraiment par hasard, car je suis comme beaucoup de familles où je suis une personne qui n'a pas connu ses parents et que nous avons connu quand même le malheur de perdre un proche. Et donc peut-être que ça a été le déclic qui m'a poussé à pouvoir accompagner les familles et les amis dans les hommages des personnes disparues. Parce que tu as commencé ta carrière dans les pompes funèbres, toi. J'ai commencé ma carrière, effectivement, il y a quelques années de ça, dans les pompes funèbres, dans la région du Quimper, où je suis rentré vraiment par hasard dans cette profession. Rien n'était destiné à travailler dans ce milieu. Et en postulant, on m'a demandé de me mettre immédiatement, quelques heures seulement après, au défi de commencer cette profession. Et là, j'ai vu vraiment que les familles pouvaient être vraiment très touchées de la perte d'un proche. Et c'est ce qui m'a poussé à continuer ensuite dans cette profession. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier jour peut-être aux pompes funèbres? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, mon premier jour dans les pompes funèbres, ça concernait une famille d'un corps qu'on devait aller chercher dans le milieu hospitalier. Et donc, nous avons pris en charge cette personne, comme on dit, à la chambre mortuaire. Nous avons dû la mettre en cercueil, donc effectuer ce que nous appelons dans le milieu funéraire la mise en bière. C'est-à-dire, nous prenons le corps pour le déposer dans son cercueil. Et à la suite de ça, nous avons laissé donc les familles se recueillir quelques instants. Le suivi de cette cérémonie est passé ensuite par un hommage à l'église, car cette personne était croyante. Et durant à peu près 3/4 d'heure de cérémonie, les personnes ont une cérémonie religieuse avec un prêtre et tout ça au sein de l'église. Le personnel funéraire lui-même reste quand même à l'arrière de l'entrée de l'église pour faire part à toute demande de la famille ou du prêtre s'il y avait besoin. Et donc, à la suite de ça, nous transportons le cercueil jusqu'au cimetière. Et à la suite de ça, nous faisons les inhumations du cercueil. C'était la première fois où tu as vu le fil complet d'un enterrement dans ta vie. Voilà, donc c'était vraiment la première fois où je voyais vraiment une personne morte devant moi. Dans ma chance de toutes les familles, lorsque nous avons un décès, nous n'avons pas forcément, je ne dirais pas le mot chance, mais nous ne côtoyons pas cette personne vraiment de vue. Donc là, ma première journée dans cette pompe funèbre, oui, ça a été le petit déclic, car c'était vraiment la première fois où je manipulais un décès à main nue. Ça t'a fait quelque chose de voir un mort? Bizarrement, non. Bizarrement, non. Car j'ai ma petite bulle, j'ai mon petit caractère qui me permet d'être assez fort mentalement. T'as réussi à être détaché directement le premier jour? Disons que je dirais que j'étais plutôt un peu empoté dans le geste, c'est que j'avais peur de ne pas bien faire la chose, comme tout début dans une société. Donc j'ai eu la chance d'avoir, je dirais un petit peu mon maître du métier, oui.
qui s'appelait à l'époque Monsieur Leblanc. Je vais dire son nom parce que ça est devenu une très belle personne aussi. Nous sommes restés très en contact à l'extérieur. Et donc, ce Monsieur Leblanc m'a guidé justement à enchaîner les gestes qu'il fallait suivre, les techniques à faire pour pouvoir ne pas choquer les familles à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait par exemple pour pas choquer les familles? Comment on a un bon professionnel des pompes funèbres? Disons que pour ne pas choquer les familles, il faut savoir avoir la douceur de manipuler les corps. Okay. Donc on n'attrape pas une personne qui est décédée n'importe comment. On a une manière, une posture de se présenter pour manipuler, pour habiller les corps. Et donc, même pour simplement fermer un cercueil, nous avons une procédure où nous avons des gestes qui servent un petit peu à embellir, si on pourrait dire, la cérémonie. C'est quoi le moment qui te marque le plus dans ces cérémonies? Est-ce qu'il y a un moment dans le fil qui te dit « Ah, c'est touchant, c'est important » ? Non, je dirais surtout que c'est lorsqu'on accompagne cette journée, ce moment que j'ai fait, c'est que quand je suis sorti de cette journée, je me suis dit que quelque part, les familles se sentaient un petit peu soulagées. Car quand je suis rentré dans cette pièce, la première impression que ça m'a fait, c'est que non seulement il y avait la tristesse, mais j'ai vu qu'il y avait aussi le stress que les familles pouvaient avoir de savoir comment allait se passer ce départ de cette personne qu'ils avaient perdue. Et j'ai vu au sein de notre société à l'époque que le fait de les guider, de les accompagner sous le moindre petit mot, le moindre petit geste, il n'y a pas seulement le côté administratif, il y a toute la parole, il y a toute la manière de se conduire envers une famille qui est très importante pour les accompagner dans les gestes de la fin de vie. Il faut être délicat. Il faut être délicat, il faut être diplomate, il faut avoir beaucoup d'empathie. Voilà, il faut savoir parler avec douceur, même si parfois on pourrait dire que certaines familles ne recherchent pas forcément ce petit côté-là. Ah oui, aussi, mais nous avons quand même une obligation de parler d'une certaine manière aux familles. Nous ne pouvons pas, par exemple, attraper une famille par l'épaule en disant je suis tout cœur avec vous. Nous sommes obligés d'avoir quand même une posture, une tenue quand même adéquate pour respecter le sens de la famille. D'accord, ok. Donc à la fois, il faut être proche, mais pas trop proche non plus. Voilà, il faut savoir garder, comme on dit, ses distances dans le milieu professionnel. D'accord. On peut être Nous sommes des humains avant tout, donc on peut être touché par la peine des gens. Mais nous ne devons pas le montrer. Moi, il m'est arrivé de faire des cérémonies où j'étais parfois à la limite d'avoir les larmes aussi, car il y a des situations qui parfois sont très marquantes. Mais notre obligation du métier nous oblige à rester justement neutre et d'avoir un petit écran que les familles ne peuvent pas voir derrière. C'est quoi les situations qui ont pu te marquer, par exemple? Les petites situations qui m'ont beaucoup marqué, c'est par exemple les enfants. Faire une cérémonie d'un adulte et faire la cérémonie d'un enfant n'est pas du tout pareil. C'est pas du tout la même tournure, c'est pas le même type de travail. Quand nous portons le cercueil d'un enfant, par exemple, nous portons qu'à une seule personne, un seul porteur. D'accord ? Pour un cercueil adulte, vu la dimension des cercueils, nous sommes toujours au minimum 4, ou voire même plus, selon la taille des cercueils. Mais pour un enfant, en général, pour un nourrisson, nous portons le cercueil tout seul, bras tendus, avec le cercueil qui nous est posé le long de nos bras. Et en général, c'est des cercueils blancs, donc c'est des petites tailles, c'est toujours un petit peu plus émouvant que de faire des cérémonies avec des adultes. De mon côté, c'est ce qui m'a toujours un petit peu touché. Je comprends. Et concrètement, aux pompes funèbres, comment on s'occupe du corps? Le corps, il arrive, on le nettoie. Ça passe par quel process exactement? Alors, lorsque le corps arrive au niveau des pompes funèbres, nous sommes chargés de faire les toilettes mortuaires. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on pourrait presque dire que c'est une toilette ordinaire comme nous faisons nous le matin, sauf que là, malheureusement, c'est un corps sans vie. Et donc, toujours dans le respect, nous devons faire une toilette beaucoup plus douce, avec une attention un petit peu plus particulière. Après, nous devons rester à l'écoute de ce que les familles souhaitent avoir. C'est que les familles, en général, nous confient des vêtements. Oui. Donc, il faut habiller le défunt avec les vêtements que la famille souhaite. Oui.
Parfois, les corps arrivent plus ou moins, je dirais, dans un état physique un petit peu plus abîmé, si on pourrait dire, par le fait que, par exemple, si c'est une personne qui a eu un accident, qui a été un petit peu défigurée dans un accident, bon, bah, parfois nous devons un petit peu les maquiller. Donc, bah, tout ça, c'est des petits gestes qu'on apprend à faire de manière à essayer de leur donner le visage le plus neutre possible, comme s'ils étaient en vie. La famille, elle demande souvent de voir une dernière fois le corps. La famille demande souvent de voir le corps, parfois avant d'avoir même fait les toilettes. D'accord. Oui. Parfois, nous pouvons le faire. Parfois, nous n'avons pas le droit de pouvoir leur présenter le corps avant que, par exemple, la police nationale nous donne l'autorisation. Ah oui? Il s'agit que, par exemple, bah, nous tombons sur des situations où c'est un accident de la route, où bah, y a une objection médicale, où le corps va être autopsisé par la médecine légale. Oui. Donc, bah, nous déposons le corps dans un institut médico-légal. Là, naturellement, la médecine légale va faire des soins un petit peu plus particuliers sur le corps. Et bah, là, en général, les familles ne peuvent pas voir leur corps avant que la médecine nous remette le corps. D'accord, ok. Donc, parfois, nous sommes obligés de dire non aux familles. Nous leur expliquons un petit peu la situation parce que c'est notre rôle aussi de leur donner le plus d'informations pour pas qu'ils restent sans avoir d'informations précises. Ils Donc, peuvent être frustrés aussi parfois, j'imagine, non? C'est pas toujours facile. Dans les situations, aussi bien d'un accident que ça peut être un accident de chasse, ça peut être plein de choses qui... Les interventions au niveau des pompes funèbres sont très très vastes. Très très vastes. Car on n'a pas que le métier du porteur qui fait la cérémonie au cimetière. Ouais. Lorsque nous sommes dans les pompes funèbres, nous pouvons être amenés à faire plein de tâches multiples. Et c'est ce qui nous apporte parfois justement la possibilité de pouvoir nous développer dans nos connaissances très particulières du funéraire. Et est-ce qu'on s'habitue à la mort, un moment? On peut s'habituer à la mort. Je dirais que bah, moi, je fais la part des choses, comme je faisais déjà un petit peu avant. D'autres ne s'habituent pas du tout. D'autres ont perdu un proche, ne s'habitueront jamais au départ de leurs proches. Certains mettent fin à leur vie, justement, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le départ de leurs proches non plus. Mais d'autres personnes, bah, moi, par exemple, le fait que j'ai côtoyé plusieurs centaines de décès, malheureusement, j'en suis pas si fier que ça, j'en ai fait mon métier malgré tout. Voilà, ça, je m'occupe des décès comme toute autre personne, quoi. Est-ce que tu trouves que c'est un beau métier malgré tout? C'est un très très beau métier, oui. Et beaucoup de gens voient le côté funéraire vraiment négativement. Ils voient ça comme un sujet tabou. Et en fin de compte, le funéraire n'est pas du tout tabou. C'est un milieu où nous apportons un soin, une continuité dans l'accompagnement des familles. Et malgré tout, nous voyons parfois des petites cérémonies qui sont dans la tristesse un peu joyeuse en même temps. Okay. Voilà. Est-ce que rendre tabou la mort, pour toi, c'est pas un problème pour aussi faire son deuil efficacement? Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que dans une société où la mort, elle serait moins tabou comme au Mexique, ce serait plus simple pour les familles de faire leur deuil? Je dirais que pour que les familles arrivent à faire leur deuil, il faut leur donner le plus d'informations possible de savoir pourquoi la personne est décédée. Lorsqu'il s'agit d'un accident, ou je prends le cas d'un accident de la route, ça ne sert à rien de leur cacher la vérité. Il faut toujours leur dire la chose telle qu'elle est. Pour les familles, ça leur permet de savoir le sujet exact de pourquoi cette personne est partie. Lorsqu'il s'agit par exemple d'une maladie, les familles savent très bien qu'une personne qui a un cancer, ça va être sur un temps plus ou moins long. Donc bah, ils peuvent parfois se préparer à accepter ce départ. Pour des sujets plutôt circonstanciels de dernière minute, ou des gens comme les accidents, ou des gens qui se donnent la mort, tout simplement, il faut leur apporter le plus d'informations pour justement qu'ils soient moins bloqués dans leurs sentiments de ne pas avoir été là pour aider cette personne-là à ce moment-là, quoi. Ouais, toi, tu penses qu'avoir des informations, ça permet de guérir plus facilement?
c'est pas toujours facile à pouvoir expliquer dans ce sens-là. C'est pas toujours évident parce que chaque personne est différente d'une autre. C'est pas... Okay. Mais c'est toi qui l'explique ça? C'est toi qui le dis aux personnes comment ils sont mortes? Enfin forcément, non? Disons qu'à la base, lorsqu'une personne vient de décéder, en général, quand c'est un accident de la route, par exemple, c'est toujours les médecins c'est ça, qui sont sur les lieux, ou la police, ou la gendarmerie qui leur donne. Mais dans les hôpitaux, c'est les médecins qui donnent lorsque la personne décède, parce que c'est lui qui établit le certificat, c'est lui qui va consulter la personne qui vient de décéder. Mais parfois, les familles, certaines informations ne leur suffisent pas. Ils ont du mal à imaginer que le médecin leur a dit qu'il a été parti à cause d'une maladie. Donc nous, on essaye de réexpliquer un petit peu la chose, mais parfois peut-être dans une autre procédure, dans un autre sens. De manière que les familles arrivent parfois à avoir ce petit déclic de comprendre que c'est vraiment cette chose-là qui a poussé la personne à partir. Ok. Est-ce que toi, d'être au contact de la mort, ça t'a aidé peut-être à profiter un peu de la vie aussi, finalement, de te dire que ta vie, elle a une fin et que... Je dirais que je prends toujours la vie joyeusement. Ah oui, ok. Donc, même parfois dans les cimetières, j'ai des gens qui me posent la question, parce que ça m'arrive, je ne m'en cache pas, que je pars parfois à la sépulture. D'accord, ok. Bon, ça peut paraître idiot, ça peut paraître imaginaire. Ouais. Parfois, on peut même me prendre pour un fou. Mais parfois, quand j'arrive sur les sépultures, je dis bonjour. Mais pourquoi tu fais ça? La personne sur la sépulture, je leur dis bonjour, monsieur Martin. Ok, d'accord. Bon, je sais très bien qu'ils ne me répondront pas. Mais c'est le petit côté respectueux qu'on peut avoir un petit peu envers ces personnes-là. Donc, ça m'est déjà arrivé que des gens me demandent si je vais bien dans les cimetières. On m'a déjà posé, monsieur, vous parlez tout ça, vous voulez pas que j'appelle un médecin ou... Ouais, t'es poli même avec les morts, quoi. Non. Mais bon, voilà, c'est peut-être un petit peu la chose un peu bizarre qui peut m'arriver. Ok. Mais voilà. Mais après, non, le côté de la mort me permet de vivre tout à fait normalement. Je la vis joyeusement. Et ça va, quoi. Ouais. Je suis très bien dans ma peau, je suis très heureux dans ce que je fais dans mon métier actuel. Est-ce que tu es aide-soignant? Alors aide-soignant, c'est complètement le contraire presque des pompes funèbres pour moi, parce que là, tu accompagnes la vie plutôt que la mort. Voilà, donc là, dans le côté soignant, nous sommes là pour justement éviter que la personne parte dans le mauvais sens, si on peut dire, de la vie. Mais malgré tout, sachant que je travaille dans un service des urgences, nous ne pouvons pas éviter la mort malgré tout. Donc, même en tant qu'aide-soignant, nous côtoyons très régulièrement la mort. Ça t'a aidé à aborder ton métier d'aide-soignant, d'avoir travaillé dans les pompes funèbres? J'ai abordé ce métier-là avant d'attaquer les pompes funèbres. C'est qu'à l'époque, je travaillais dans le secteur privé. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc, voilà. Donc, j'ai passé mon diplôme d'aide-soignant et tout ça à une époque. Et je suis rentré vraiment aussi à l'hôpital par hasard. Donc ça fait des années que je suis aide-soignant dans la fonction publique. Mais voilà, après par la suite, j'ai voulu retrouver le petit côté que j'avais connu dans les pompes funèbres à l'époque où je travaillais à Quimper aussi. Et ce qui m'a poussé à créer ma société. D'accord. Voilà. Je dirais pas que c'est pas le côté qui me manque. Oui. Mais voilà, je me suis dit qu'il fallait que je retrouve ce petit côté de continuer à aider les gens. Car mon milieu actuel de nuit où je suis aide-soignant, ça me permet de continuer parfois à proposer aux gens, sans le vouloir publiquement, c'est que les gens me rappellent derrière en me disant « Vous étiez l'aide-soignant qui s'occupait de ma famille aux urgences ». Parfois ça me revient, parfois ça ne me revient pas. Et je leur dis oui, quand ça me revient. Puis beaucoup de familles m'ont demandé de continuer à s'occuper justement de cette personne qui est maintenant dans une sépulture et qui m'ont demandé de continuer à pouvoir s'occuper de leur sépulture. Mais alors, c'est pas aussi difficile d'être en permanence au service des autres, parce que tu passes tes journées et tes soirées, du coup, à rendre service d'une certaine manière. Ça te pèse pas, cet aspect-là? Je sais pas d'autre mot. Excusez-moi, j'ai pas compris. Passer tes journées et tes soirées à rendre service, est-ce que ça te pèse pas finalement au bout d'un moment dans ta vie? Oui. Si, ça te pèse? Oui, d'accord, ok. Après, il faut savoir il y a des moments où j'ai envie de lâcher un petit peu aussi. Il y a des moments où il faut savoir que ça prend beaucoup de temps aussi. Il faut savoir que nous avons certaines familles qui sont très demandeuses. Le moindre petite chose, il faut toujours être à l'écoute des familles.
Donc, moi, je m'assure de satisfaire au mieux les familles. Quand, par exemple, une famille veut un gravier spécifique pour mettre tout autour de leur sépulture, c'est pas toujours des graviers que je peux avoir sous la main. Oui. Donc, mon rôle, c'est de me décarcasser un petit peu pour trouver justement ce que les familles souhaitent avoir sur leur sépulture. Ok. Donc, parfois, oui, c'est pas toujours facile. Alors, cette idée, elle t'est venue comment, à l'idée de monter cette entreprise? Parce que tu as vu qu'il y avait beaucoup de tombes abandonnées dans ton métier des pompes funèbres, et tu t'es dit, ok, je vais monter et je vais aller aider les gens de cette manière-là. C'est comme ça que c'est venu. Alors, ça m'est venu, c'est que il faut savoir que, comme beaucoup, sachent que les pompes funèbres, c'est un milieu qui coûte cher. D'accord. Une cérémonie religieuse ou un enterrement n'a jamais été très bas au niveau des prix. Et donc, beaucoup de sociétés proposent parfois des nettoyages de sépultures, mais qui sont quand même assez élevés. Après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sociétés aussi qui n'ont pas leur propre service de nettoyage de sépultures. Donc, sachant que les familles sont très croyantes en Bretagne, et que dans le secteur où je me suis installé, il n'y avait pas du tout de société qui était apte à faire le nettoyage de sépultures, c'est là que j'ai eu mon petit déclic aussi de pouvoir créer ma propre société. Donc, je me suis associé avec des petites entreprises locales, car je suis très attaché à ce que ce soit des petites entreprises locales, parce qu'il faut faire marcher les entreprises privées. Et donc, du coup, nous travaillons conjointement entre nous. Alors, les gens viennent te parler et ont des exigences vis-à-vis de leur tombe. C'est quoi l'exigence la plus folle que tu aies jamais eue, par exemple, la plus spéciale? Alors, je ne dirais pas qu'au sein de ma société, mais au sein des pompes funèbres où j'ai travaillé, on avait déjà eu des demandes où les personnes voulaient, par exemple, que la personne soit enterrée verticalement. Ah ouais, c'est vrai. Malheureusement, la loi interdit ces choses. Ah non, c'est interdit, ouais, d'accord. Voilà. Nous sommes obligés de mettre les corps à l'horizontale. Après, comme je vous ai dit, les règlements des cimetières sont très stricts aussi. Mais pourquoi ils voulaient le mettre vertical? Allons savoir. Ah d'accord. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi, mais voilà, c'est comme j'ai eu d'autres personnes qui ont voulu avoir leurs animaux qui étaient décédés et qui voulaient qu'on mette leur chien avec la sépulture également. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas. Ah ça, on n'a pas le droit d'avoir son animal de compagnie. On n'a pas des animaux comme ça avec les familles. Ah ouais, d'accord. Et c'est une loi qui a été votée sur ça, on ne peut pas. C'est une loi, c'est comme ça. C'est que nous ne pouvons pas mettre, à moins que maintenant ça ait changé, je ne connais pas encore la loi profondément, ça évolue tellement dans le monde funéraire que peut-être que maintenant ça a beaucoup changé. Mais à ce moment-là, non, on n'avait pas pu accepter non plus. D'accord. Après, j'ai eu des situations très concasses où on a eu des personnes qu'on faisait la cérémonie ce jour-là. Et malheureusement, la femme du défunt a fait un malaise. Ah oui, d'accord. Et est décédée en même temps cette journée-là. Donc, malheureusement, toute une chaîne s'est mise en place. On a eu la famille qui avait souhaité que cette personne soit du coup enterrée le plus rapidement possible avec son mari dans la même concession. D'accord. Donc on avait dû passer par des autorisations préfectorales et tout ça, très complexe. Et du coup, le jour même, on avait eu l'autorisation très exceptionnelle de pouvoir faire cette inhumation avec son mari en même temps. Elle est tombée au moment de la cérémonie? Elle a eu son malaise au moment de la cérémonie. Ok. Comme quoi, il y a des personnes qui sont très attachées familialement et que, voilà. Et l'après-midi, tu faisais sa toilette pour l'enterrer, du coup, nous avons stoppé proprement dit la cérémonie qui était en cours. D'accord. Parce que, du coup, comme cette pauvre personne était décédée dans le cimetière, il a fallu s'occuper de cette pauvre dame. Donc, il a fallu faire revenir du matériel, il a fallu faire revenir un corbillard pour pouvoir transporter le corps à la chambre funéraire. Tout ça, l'ambulance, les SAMU, pompiers, tout ça s'était déplacé en même temps pour constater le décès, malheureusement. Et donc, c'était une journée très, très, très particulière. Ah oui, ça devait l'être, ouais. Très, très particulière entre le moment où la personne est décédée, les secours, la préfecture et tout ce qui s'était passé derrière. Ouais, une journée bien remplie, quoi. Ouais. C'était un moment très, très intense aussi. D'accord. Incroyable. Mais voilà, après, c'était les chevaux. Après, nous avons des situations où on avait rencontré sur des décès qui peuvent être découverts bien très tard dans les semaines qui ont suivi le décès. D'accord.
Donc, c'est toujours des situations très complexes aussi à prendre en Comment on charge. les traite, ça, si ça a été découvert un mois plus tard, par exemple? Comment on fait? En général, lorsque les corps sont découverts vraiment très tard, ils sont en cours de décomposition, ce qu'on appelle. Donc, le corps se décompose tout à fait normalement. Il y a des vers, il y a des mouches qui se propagent dans le domicile et tout ça. Et là, nous avons eu affaire une fois à une réquisition de police où des voisins avaient appelé la police parce qu'il y avait des odeurs qui se propageaient dans cet immeuble. Et les odeurs étaient vraiment nauséabondes. Donc la police s'est déplacée et quand ils ont forcé la porte avec le serrurier, ils ont découvert malheureusement le corps. Mais on a été déclenché parce que nous étions d'astreinte de réquisition funéraire sur le département à ce moment-là. Donc nous sommes intervenus sur le domicile et quand nous sommes arrivés, toutes les forces de l'ordre étaient en bas de l'immeuble. D'accord. Et là, mon cher formateur funéraire, comme je vous ai dit tout à l'heure, M. Leblanc, il m'avait dit que là, c'était une situation qui, pour lui, dès l'office, n'était pas du tout acceptable. D'accord. Donc, quand je dis le mot acceptable, c'est pour être assez doux dans mon terme. Donc, nous sommes montés à cet étage-là, et juste avant de monter, moi qui ne fume pas, il m'a dit, il faut que tu fumes une cigarette, il faut que tu ailles l'odeur du tabac sur toi. L'une des mes premières journées aussi en astreinte, j'étais un peu étonné. Il m'a dit, j'ai pris la cigarette, fumant pas, je me suis mis à tousser. Et puis, nous sommes montés donc à l'étage. Et puis, là, quand j'ai vu cette situation, ça a vraiment été une situation, je ne dirais pas traumatisante pour moi, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir une situation comme ça. Donc, il avait fallu mettre ce corps, malgré tout, dans une housse mortuaire noire pour pouvoir le transporter après à la chambre funéraire. Nous étions quand même à mon étage, il fallait donc le descendre, mais malheureusement, ce corps ne passait pas dans l'ascenseur. Donc il fallait le descendre par l'escalier. Ce corps ayant appris une situation un petit peu pas gaie à voir, donc je dirais simplement que ce corps avait pris du volume en se décomposant. Donc il a fallu qu'on casse des montants de la porte pour pouvoir sortir le corps de la maison. Enfin, de l'appartement plutôt. Et donc là, il a fallu faire appel à du matériel, de burin, tout ça pour décasser un peu la porte pour qu'on puisse passer le corps. Ok. Et comment on fait une toilette dans ce genre de situation? Par exemple, on la fait pas? Dans ces situations-là, on ne fait pas de toilette mortuaire. Ouais, d'accord. Donc là, c'est ce qu'on appelle des mises en bière d'office. Et donc avec fermeture du cercueil. Parfois même, les cercueils sont mis dans des cercueils en zinc, ce qu'on appelle des doubles parois dans les cercueils, pour éviter que justement ils se décomposent plus. Et donc, c'est des situations très complexes au niveau funéraire à faire. T'as déjà fait quelqu'un qui a été assassiné ou pas? Oui, j'ai déjà eu des accidents de chasse. Ah oui. J'ai déjà eu malheureusement des pendus, j'ai eu des noyés. D'accord. Donc oui, Ouais, j'ai eu malheureusement dans ma profession, je ne dirais pas que j'ai, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne parlerai pas ça de la chance, mais simplement la possibilité que ces différentes situations nous ont permis de nous faire évoluer dans notre profession, de pouvoir se rendre compte de l'ampleur des décès que nous côtoyons, de la tristesse que les familles rencontrent derrière aussi. Donc oui, c'est des situations où malgré tout, j'ai eu la chance de rencontrer pour pouvoir justement m'améliorer dans ma profession, de pouvoir mieux accompagner les familles. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de qu'est-ce qui l'a amené à mourir, ou tu vois, enfin, c'est la vie personnelle des personnes qui sont mortes. La question de savoir que par exemple, pourquoi une personne se donnait la mort, proprement dit, par exemple en se pendant à son domicile. Alors que ces familles, parfois, ils ont marié, ils ont une belle profession, ils ont des enfants. Ils ont quasiment tout pour pouvoir bien vivre, si on pourrait dire. Mais parfois, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'une personne. Une personne peut très bien cacher sa tristesse de vie, son mal-être. Et donc, ce qui parfois les pousse à tout cacher, même à leurs femmes, à leurs enfants, et à se donner la mort d'un coup comme ça. Ouais, tu comprends pas quand tu vois en plus la famille qui vient à l'enterrement, peut-être des familles qui semblent unies. Ça peut te sembler bizarre, quoi, forcément. Ça semble bizarre, mais c'est toujours le côté que unit aussi les familles entre elles. C'est que, par exemple, nous pouvons rencontrer des familles qui sont en instance de divorce. Malheureusement, l'action n'est pas encore établie. Mari ou femme peuvent se donner la mort.
Et donc, ils ont comme une obligation car ils sont toujours unis. Donc, quand c'est le mari qui s'est donné à la mort, la femme accompagne quand même malgré tout son mari à l'enterrement parce que ils ont des enfants, ils ont des obligations un petit peu. Ah oui, ouais. Même s'ils n'ont pas trop envie, quoi, forcément. Ouais. Même s'ils ont parfois pas trop envie. Après, je cache pas que nous avons déjà eu des cérémonies où des personnes viennent simplement pour se montrer. Alors qu'en fin de compte, ça faisait des années qu'ils n'avaient pas vu cette personne-là ou autre. Ouais. Ou alors qu'ils pouvaient être très bien en conflit aussi. Ça arrive. Qui se réjouissaient de la mort, parfois, ça arrive ou pas? Voilà. Oui, ça arrive aussi, ça. Ça arrive. Okay. Ça arrive. Après, voilà, on ne cherche pas à pouvoir être trop... Dans le milieu, dans notre profession, on ne cherche pas à trop savoir pourquoi la personne a voulu... On est là pour les accompagner au mieux, mais on ne cherche pas trop à voir pourquoi, sinon parfois ça peut nous amener aussi à nous donner un petit dérèglement en nous-mêmes. Quoi. Ouais, c'est pas forcément idéal pour la psyché. Ouais. Et j'ai vu aussi qu'il y avait que les objets qu'on donnait aux morts avaient changé ces dernières années. C'est qu'avant, on donnait plus des fleurs traditionnelles ou des objets un peu plus communs. Et aujourd'hui, on donne des objets singuliers qui rappellent la vie de la personne. C'est quelque chose que tu as vu, toi, personnellement, dans ton métier? C'est une chose, oui, assez personnelle. Après, lorsque je leur propose, nous évoluons dans la vie de tous les jours, donc j'essaye de voir ce que les familles peuvent vouloir un petit peu dans leur sens de leur vie propre à eux. Si je vois que c'est des familles qui restent très traditionnelles, protocolaires et tout ça, au sein des petites religions bretonnes et tout ça, je vais rester dans le thème de ce qu'ils souhaitent dans leur mode de vie à eux. Okay. Voilà. Après, si je tombe sur des familles où certaines familles souhaitent vraiment des trucs farfelus, j'essaye de m'y plier, mais c'est pas toujours évident de pouvoir les satisfaire, de trouver des choses qu'ils veulent. C'est quoi des trucs farfelus qu'on t'a demandé, par exemple? Je dirais que parfois, des familles, car comme je vous ai dit, le funéraire, c'est un milieu qui est assez cher. Donc parfois, des familles vont vouloir essayer de modifier une sépulture qui est en cours de rénovation. D'accord. Ils vont nous demander, par exemple, de savoir si on ne pourrait pas changer la stèle de la sépulture. Mais bon, en changeant la stèle, c'est fort possible. Mais d'ailleurs, il faut malgré tout avoir un petit peu le côté financier comme le moyen de pouvoir établir ce souhait-là aussi. Car même si maintenant nous avons du matériel qui nous permet de progresser énormément dans la taille de la pierre et tout ça, certains marbriers n'ont pas toujours la possibilité de pouvoir trouver exactement la chose que les familles trouvent aussi. D'accord. Mais je comprends pas ce qui est farfelu dans le fait de vouloir changer une stèle. Tu dis c'est farfelu par rapport à leur niveau de revenu de vouloir faire ça? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de farfelu? C'est pas toujours évident. Par exemple, je dirais au hasard, faire une sépulture en forme de bateau. Ouais, d'accord. D'accord. Ok. Ouais. Voilà, c'est un exemple. Hein. Ouais. Voilà, c'est pas des choses que j'ai déjà eues, mais ça peut être un exemple tout à fait. C'est les gens qui nous demandent parfois, est-ce que je pourrais avoir telle chose? Moi, dans mon cas, j'ai déjà eu des familles qui voulaient avoir du marbre rose. D'accord. Ça existe. Mais ce marbre rose-là, malgré tout, même si moi j'entreprends des prestations qui sont correctes, je ne peux pas avoir des prix vraiment trop bas non plus. Donc ces marbres qui sont exceptionnels, tout ce qui est exceptionnel a une valeur parfois aussi. Tu trouves qu'il y a des tombes qui sont des œuvres d'art? Des tombes qui sont des œuvres d'art qui sont vraiment... Oui, nous avons des marbriers où c'est vraiment des belles sépultures où ils sont très très bien travaillés. Après, quand on a malheureusement parfois la richesse qui vont avec, on peut trouver de belles choses, très très belles choses. Très belles choses, ouais, d'accord. On peut trouver des très beaux marbres funéraires qui viennent des pays étrangers. On peut avoir des très belles pièces qui peuvent être taillées à la main comme à la machine. On peut avoir des très beaux cercueils. On peut avoir tout ce qu'on veut quand on a le moyen de pouvoir se le faire. T'as une idée d'un beau cercueil que t'as vu? Par exemple, un beau cercueil, ce qu'on avait, nous, à l'époque, au sein des pompes funèbres, on avait le cercueil qu'on appelait le cercueil Empire. D'accord. Qui était un cercueil en merisier, accompagné avec des rectangulaires, avec un toit qui s'ouvrait comme un petit peu les cercueils américains. Et là, c'est toujours pareil. Il y avait les poignées qui étaient en or, il y a les boulons, les écrous. Tout dans un cercueil est compté. Donc, quand on a la possibilité de le faire, on peut faire tout. On peut avoir des capitaux en soie, on peut avoir des choses incroyables pour la mort. Pourquoi les gens ils prennent plus le temps d'aller voir leur famille aujourd'hui au cimetière?
C'est quoi la Je raison? pense qu'ils sont trop pressés par la vie. Ils ont plus le temps de pouvoir s'occuper d'eux-mêmes. Ils sont toujours tous en train de courir à droite à gauche. On est pressé par la vie, quoi. Donc on prend plus le temps. Parfois, certaines familles arrivent par les oublier aussi. Je dirais que moi j'ai la chance, c'est que dans ma société, j'ai beaucoup de familles qui sont en province comme à l'étranger et qui, du coup, me demandent de continuer à m'occuper de leur sépulture. Mais d'autres familles ne peuvent pas le faire. Donc, du coup, le fait qu'ils soient éloignés, ils abandonnent en fin de compte les proches. Et arrivé à un certain temps, les sépultures qui sont oubliées dans les cimetières sont détruites par les mairies. C'est ce qui se passe au bout d'un moment. On peut avoir des sépultures qui sont des concessions qui sont une durée de 10, 20 ans. On a des concessions qui sont perpétuelles. Donc, quand les sépultures arrivent à échu, les mairies avisent les familles. Mais quand les familles ne peuvent pas, les sépultures sont détruites. D'accord. Voilà. Et on en fait quoi, du coup, du corps, de tout le reste, Au etc. bout de plusieurs années, les corps sont décomposés en totalité. Ah oui, d'accord. Donc, Ok. quand les corps sont vraiment décomposés en totalité, on va récupérer simplement le marbre de la sépulture, on va récupérer les morceaux de bois qui restent du cercueil s'il y a encore au moment où ils vont creuser. Après, si malheureusement il reste quelques ossements, ça va être des ossements qui vont être mis dans des ossuaires. Donc ou qui vont être après par la suite crématisés par la mairie et puis dispersés aux Girondins des souvenirs quand il y a besoin. Et tu trouves ça dommage que notre société, elle s'occupe moins des morts Tu trouves ça dommage que pour notre société, elle s'occupe moins des morts Est-ce que tu trouves ça dommage que notre société, elle s'occupe moins des morts aujourd'hui en général? On perd quelque chose ou pas? Vraiment, pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Non, ok. Non. Je vois surtout toujours les concessions qui sont fermées. Mais non, je n'en veux pas, non. Et est-ce que tu as vu des formes de modernisation dans les tombes aussi, dernièrement? Parce que par exemple, j'ai vu qu'il y avait des tombes avec des QR codes dessus. Tombes avec des QR codes. Tu vois ce que c'est les QR codes ou pas? Les QR codes. QR code, c'est... Alors là, je vois pas. Tu sais, c'est ce que tu as sur le plateau restaurant, là. Tu scannes avec ton téléphone pour voir ce qu'il y a dans le menu. D'accord, avec les QR codes. Les trucs carrés, voilà, c'est ça. Ouais. Je sais pas. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même un petit peu maintenant. Il y en a un petit peu, mais moi, je n'ai pas du tout ce système-là. Non. Et t'en penses quoi de ça, toi? Non, mais oui, ça existe quand c'est des chaînes funéraires qui sont au discount, qu'on pourrait dire. D'accord, ok. Et voilà, mais non, moi, je ne côtoie pas de... Mais tu trouves pas ça marrant de pouvoir scanner son téléphone et voir la vie de la personne en un coup de scan? Ça, je sais pas, c'est des formes nouvelles formes de traiter la mort. Ouais, c'est l'évolution du funéraire. Bah oui, c'est ça aussi, ouais. Mais moi, c'est une chose que je découvre là, c'est que moi, dans mon milieu, j'ai jamais côtoyé ce côté-là. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, là où tu m'apprends quelque chose, c'est la première fois qu'on me parle de ça. Après, je sais que ça existe, mais je n'ai pas encore eu ce système-là, moi. Ok. Et tu trouves ça bien que ça se modernise un peu ou pas du tout? Tu trouves qu'il y a des choses à faire? Si ça peut apporter justement un réconfort auprès des familles de pouvoir suivre justement, oui, c'est bien, c'est très bien. Il faut continuer à pouvoir le faire si ça marche bien. Est-ce que tu as réfléchi à ton épitaphe, toi? Réfléchi? À ton épitaphe? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore. Tu te laisses le temps d'y penser encore? Non. Okay. Non, puis même... Voilà, même pour mes vieux jours et tout ça, je ne m'inquiète pas. Je prends la vie comme elle vient. Je n'envisage pas déjà de partir ou de me voir comment je partirai, de voir comment sera ma sépulture, mes funérailles. Ouais, tu profites pour le moment. Ça ne m'inquiète pas du tout. Là, comme je dis, la mort ne me fait pas peur. Okay. Voilà. Merci Frédéric. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis, c'était une conversation avec Frédéric Mertens qui nous parlait de s'occuper des tombes de nos aïeux et de nos proches. On se retrouve pour une prochaine émission très bientôt. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre site internet radioondine.fr et sur les fréquences 95.2 et 98.7. À très bientôt.